Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Alors, nous allons maintenant parler de la mesure du temps. Alors, comme pour la mesure de l'espace, on choisit un étalon de mesure, c'est-à-dire une horloge. Et on met deux horloges à côté, l'une de l'autre, pour les comparer. On choisit, pour construire une horloge, un phénomène périodique qui se répète de manière régulière au cours du temps. Anciennement, dans l'ancien temps, on utilisait les astres. De longtemps, les hommes avaient constaté la régularité des phénomènes tels que la durée du jour, les lunaisons et les saisons. Donc il était naturel de repérer le temps par rapport aux astres, d'autant que c'était lié aux activités telles que les activités agricoles. C'est resté assez tardivement, jusqu'à ce qu'au XXe siècle, on constate des irrégularités. Les irrégularités, en fait déjà au XIXe siècle, des irrégularités pouvant être dues aux perturbations, par exemple, entre les planètes. Il y a plusieurs planètes, et donc quand elles sont proches l'une de l'autre, elles s'attirent et perturbent leurs rotations relatives. On a constaté aussi que la rotation de la Terre sur elle-même ralentissait, c'est-à-dire que la durée du jour se rallonge. Ceci est dû aux marées lunaires. Les marées provoquent une déformation de la croûte terrestre et comme la Terre tourne, que la Lune reste fixe, en fait elle met un mois pour tourner autour de son orbite, le bourrelet des marées, cette déformation, se décale parce qu'il y a une certaine viscosité dans les roches qui fait que le bourrelet n'a pas le temps de se réaligner instantanément avec l'axe Terre-Lune. Le même phénomène se produit pour les marées océaniques, mais l'eau est beaucoup plus fluide et s'adapte très vite. Les roches, c'est beaucoup plus lent. Et de ce fait, le bourrelet de marée est légèrement décalé par rapport à l'axe Terre-Lune et la gravitation exerce un couple qui ralentit la rotation terrestre et qui en même temps éloigne la Lune. Celle-ci s'éloigne d'environ 1 cm par siècle. C'est très peu. On a donc décidé, à un moment donné, d'abord décider de choisir une date précise. En disant, voilà, une journée de 24 heures correspond à la durée moyenne de la journée en une année bien précise. Si je me souviens bien, c'était 1950. Comme ça, en gardant une date précise, peu importe le ralentissement. Sauf que, évidemment, on ne peut pas retourner dans le passé pour aller mesurer la durée de la journée, et donc ce n'est pas très pratique. Donc on est passé à d'autres phénomènes, les horloges mécaniques, et surtout les horloges atomiques. Celles-ci utilisent le césium, un atome, et une émission à rayonnement, donc une raie spectroscopique bien précise du césium, appelée raie hyper fine, et cette fréquence de cette raie hyper fine sert de référence pour l'horloge atomique. Évidemment, puisque le jour change, il peut y avoir des petites différences. Et comme ces horloges atomiques sont d'une extrême précision, on est de temps en temps obligé de les rectifier. Alors, pour garder l'année, la concordance avec les phénomènes astronomiques. C'est ce qu'on appelle les fameuses secondes intercalaires. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler quand on dit, voilà, à 2 heures du matin, telle date, on décale les horloges d'une seconde. En général, à la vie pratique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais dans les phénomènes de haute précision, dans les transferts de données entre ordinateurs, ça peut avoir une grande importance. Pour faciliter la vie, on a décidé récemment que la dernière seconde intercalaire serait la dernière, et que la référence unique serait les horloges atomiques, et plus astronomiques. Pour le reste, on utilise les mêmes règles que pour les mesures de l'espace. En particulier, pour mesurer le temps dans un repère K donné, on va utiliser des horloges H immobiles
dans ce repère. Et donc, en un endroit, on place une horloge pour mesurer le temps dans ce repère. Mais on rencontre deux difficultés. Deux difficultés qu'on n'a pas rencontrées avec la mesure de l'espace. La première, c'est comment est-ce qu'on va mesurer le temps en deux endroits différents. C'est une mesure extrêmement courante parce que on ne se contente pas de comparer le temps à deux endroits, mais si on veut mesurer la trajectoire d'un mobile, un véhicule, on mesure le temps de départ, le temps d'arrivée, et donc à deux endroits différents. C'est donc une procédure très courante. On a décrété que nos horloges doivent être immobiles. Il est donc impossible de déplacer notre horloge au risque de la perturber pour aller à l'autre endroit. Donc on va disposer de deux horloges. Alors en pratique c'est plus facile. On dispose de deux horloges aux deux endroits où l'on veut mesurer le temps. Mais alors se pose une autre question, comment on va synchroniser nos horloges? Comment être sûr qu'elles démarrent en même temps en t égale 0? Parce que s'il y a un décalage dans une des horloges, si une des horloges retarde ou avance, ça va influencer les résultats des mesures et donc ce qu'on va en déduire. Donc c'est important. Et donc il faut pouvoir synchroniser ces horloges. Alors cette difficulté, nous y reviendrons assez rapidement. Une deuxième difficulté, c'est qu'on a dit qu'on prenait un système périodique régulier, comme l'oscillation dans le césium, ou le mouvement des astres, mais comment s'assurer que la périodicité est parfaite? Que la durée de deux tops d'horloge successifs ont vraiment la même durée. Comment en être sûr? Ici, contrairement à nos règles dans l'espace, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer nos deux tops d'horloge parce qu'il faudrait pour ça retourner dans le temps, voyager dans le passé, pour aller comparer à la durée du top précédent. Alors, une solution est de comparer plusieurs phénomènes périodiques. Par exemple, les oscillations de plusieurs atomes. Et si tout est en accord, bon, c'est déjà rassurant, mais on peut quand même se poser la question, et s'ils étaient tous affectés de la même manière? À ce moment-là, en les comparant, on dirait qu'ils sont toujours d'accord, alors que les tops d'horloge de tous ont changé. Par exemple, s'ils sont perturbés, ou s'il y a un biais de mesure qui est inconnu, mais commun à l'ensemble de ces phénomènes, ou des dispositifs utilisés. Ce n'est pas irréaliste. Mais les coordonnées sont arbitraires. Les coordonnées, comme nous avons vu dans les repères, on choisit les systèmes de coordonnées que l'on veut. Du moment qu'on affecte des nombres aux positions et aux instants. Les coordonnées, ce ne sont que des étiquettes. Instant T1, instant T2, instant T3. Hier, aujourd'hui, demain. C'est des étiquettes. Ce qui compte, c'est d'avoir des étiquettes différentes. Les valeurs numériques, en réalité, sont sans importance. Alors, bien sûr, elles sont importantes pour les calculs et pour l'analyse quantitative. Mais le choix des valeurs numériques est quelconque. Ce qui compte, c'est d'avoir une procédure stricte pour la mesure du temps, contrôlable, et que l'on puisse effectuer des comparaisons entre différents phénomènes périodiques. D'ailleurs, comme on l'a dit, deux tops d'horloge au cours du temps ne peuvent pas être comparés parce qu'on ne sait pas remonter dans le temps, et on peut même se poser la question, est-ce que ça a un sens de les comparer? Puisque justement, on ne sait pas remonter dans le temps. C'est passé, c'est passé. Ce qui compte, c'est le top d'horloge maintenant. Donc, si on a un certain arbitraire dans la coordonnée, c'est pas grave. On peut très bien avoir deux coordonnées pour mesurer le temps dans le repère K. Une coordonnée T et une coordonnée T' différentes, tous les deux dans le repère K, tel que T égale une certaine fonction de T'.
On peut. Du moment qu'on connaît la fonction. Ce n'est pas chose courante avec le temps, mais on doit ça avec d'autres grandeurs. Comme lorsque l'on mesure la température, en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. Et il y a une formule très simple qui permet de relier l'une à l'autre. Les deux mesurent la même chose. Les valeurs numériques sont différentes. Mais on connaît la convection. Et c'est ça qui est important. Il faut une seule règle pour le temps. C'est que cette fonction, elle doit être croissante monotone. C'est-à-dire que si d'après T, deux événements dans K se produisent l'un après l'autre, il faut que T' dise la même chose. Que ça soit ordonné de la même manière. T1, puis T2, puis T3. T'1, puis T'2, puis T'3. Donc, dans notre choix du phénomène périodique, seule la périodicité compte. Du moment que c'est périodique et contrôlable. Que ça se produise toujours de la même manière. Je ne parle pas ici de régularité, mais que lorsqu'on fasse 2 fois l'expérience, on ne s'attend pas à ce que l'expérience fonctionne totalement différemment. Mais là, ce qui compte, c'est que ça soit périodique. Point. Toutefois, en pratique, on aime bien quand même avoir une régularité. Que ferait-on si on avait des horloges murales, nos montres poignées, etc. Une horloge qui fonctionnerait de manière erratique. Les secondes iraient comme ça à un moment, et puis l'après-midi, elles iraient comme ça. Ça donnerait des heures un petit peu bizarres. Et ça ne serait pas très pratique pour être à l'heure à un rendez-vous ou à son travail. Sauf si tout le monde utilise les mêmes horloges. Si tout le monde a des horloges avec le même comportement, à ce moment-là, tout le monde sera d'accord sur l'heure. Ou au pire, avec une fonction de conversion. Oui, mais on a d'autres phénomènes dans la vie. Il y a le mouvement du soleil dans le ciel, on a nos battements de cœur, on a notre propre sensation du temps. Phénomènes qui ne sont pas des temps parfaits, mais qui sont quand même là. Et si l'horloge varie de manière trop irrégulière, on va le remarquer. Et ça sera désagréable. Ça ne sera pas très pratique. Et donc, en pratique, les physiciens préfèrent avoir des horloges régulières. Premier exemple, prenons un corps qui se déplace, sur lequel aucune force n'agit. Pas de frottement, on ne pousse pas dessus, on ne le heurte pas, et il n'y a même pas de gravitation. Il est loin dans l'espace. Ce corps va alors, d'après les lois de Newton, se déplacer en ligne droite, à vitesse constante. Si on utilise une horloge erratique, alors on va constater que l'objet accélère, freine, réaccélère. Pourquoi? Parce que les durées, pour des distances données, ne seront pas les mêmes, parce que notre horloge varie le long de la trajectoire. Et cette accélération, ces freinements se font sans raison apparente. Alors on peut dire ça c'est notre temps, on s'en fout qu'il soit erratique, et on écrit une nouvelle loi, Newton bis, qui décrit le mouvement des corps, et où il y a de telles accélérations et ralentissements. Ça serait vraiment pas pratique. On préfère le mouvement régulier, on préfère la loi simple, parce qu'elle est plus facile à utiliser. Donc, la règle est de choisir un temps tel que le mouvement soit simple. Après tout, le temps étant arbitraire, quand on est arbitraire, on choisit ce qui rend les choses le plus simple possible. Si on a un phénomène, comme le mouvement du corps ou des phénomènes périodiques, et que le temps qu'on choisit, on met 50 simples, réguliers, et 2 qui sont irréguliers, eh bien on choisira celui qui dit le temps est régulier pour les 50. C'est plus simple. Il n'y en a plus que 2 irréguliers à étudier.
et à comprendre la raison de leur différence de comportement vis-à-vis des autres systèmes. Une deuxième méthode est d'identifier les raisons des irrégularités. On l'a vu avec la durée du jour et les marées. Les marées causent le ralentissement de la rotation terrestre. Donc l'idée est de chercher tout ce qui peut influencer nos horloges. La température, les vibrations, les champs magnétiques, électriques, des rayonnements divers, la gravité, tout ce qui peut influencer. Et on les fait varier. On fait varier la température, on supprime ou on amortit les vibrations, on peut tout faire varier. Et on compare les horloges dans différentes circonstances. Et on voit si tel ou tel phénomène affecte l'horloge. Par exemple, la température influence les horloges atomiques. Parce que l'agitation thermique des atomes de césium influence la fréquence que l'on mesure. Et la règle est de travailler à la température la plus basse possible, pour avoir le moins de perturbations possible. On a étudié aussi les effets des champs magnétiques et de la gravité. Ce sont même des phénomènes qu'on ne peut pas toujours supprimer. Le champ magnétique terrestre, il est omniprésent. La gravité terrestre est omniprésente sur Terre. Donc, les institutions de métrologie, le bureau des points de mesure, ses laboratoires attitrés, utilisent ces effets et les incluent dans les protocoles, en disant l'horloge atomique, par exemple, donne le temps universel à condition qu'elle soit placée au niveau de la mer, altitude 0. Et pour d'autres altitudes, elle va donner des formules de correction. Si votre labo est à 250 mètres d'altitude, voici la formule qu'il faut utiliser pour corriger la valeur de l'horloge. Ça, c'est tout un travail du bureau des points de mesure. Il est un fait que identifier le maximum de causes possibles est plus physique que de faire des choix arbitraires. C'est plus dans l'esprit du physicien. Et donc c'est une méthode prioritaire en métrologie et dans le choix des étalons. Mais heureusement, on constate que appliquer ces règles est en accord avec c'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs. Puisque sinon on identifie les causes qui provoquent des irrégularités et qu'on essaye de les supprimer, il est normal alors que les différents phénomènes qui peuvent être influencés soient en accord entre eux. Les laboratoires du BPM, comme j'ai dit, passent leur temps à faire des mesures avec les différents étalons, pas seulement le temps et l'espace, à tester toutes sortes de circonstances, à comparer les étalons, et constamment améliore les étalons quand c'est possible. Là, ça prend un certain temps, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment, d'autant que ça influence les choix de tous les physiciens dans le monde. Donc, en général, il y a il y a une longue procédure avec des conférences et des décisions, mais améliore aussi les protocoles d'usage, en disant, pour utiliser tel instrument, il faut le faire dans telles conditions précises ou corriger de telle ou telle manière. Et ça, c'est un travail continu d'amélioration des physiciens. Voilà, pour la mesure du temps, qui était un petit peu plus délicate que pour l'espace. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons, enfin, à un des piliers de la relativité. Nous étudierons le principe de relativité. Je vous remercie.